profite pour présenter Damien pendant qu'il s'installe, qui est designer indépendant, diplômé de l'ENSI Les Ateliers. Alors, il a travaillé avec différents interlocuteurs, le collectif Studio Public, la plateforme Container et le hacker/space/tmp/lab. Là, il faudra nous en dire un petit peu plus. Qui a la particularité de prendre pour objet d'étude, de recherche, de travail le container et tous les standards qui en découlent. Alors, il a notamment aménagé des containers déclassés avec Port de Paris en 2009. Il a conçu Noé, qui est une arche biplace pour dormir au bord de la Loire, pendant la biennale Estuaire de Nantes en 2009, en 2011, ou 2009 et 2011. Voilà. Et il a aussi créé une plateforme de travail qui s'intitule Coutainer, Coutainer, qu'on retrouve aussi sur son site. Et son dernier projet, qui est Micropharm, dont vous avez peut-être entendu parler dans vos cours, vise à créer des espaces de culture sur des surfaces urbaines très, très, très réduites. Donc, il y avait un de ces containers farm l'année dernière exposé notamment à la Gaîté Lyrique. Peut-être que certains d'entre vous l'ont. Il n'y avait que le premier étage parce qu'on était en hiver, donc il n'y avait pas de végétaux. Et puis d'autre part, on m'a proposé d'exposer en intérieur, donc j'ai pas pu ramener mon container. Ah. Non, mais c'était un projet en deux parties. Donc sans transition, je pense que on va passer à un tout autre exemple. Moi, je suis assez pragmatique, donc on va directement attaquer un projet. Je vais y aller chronologiquement, ça sera plus simple. Donc je me présente, donc je m'appelle. En fait, je suis déjà présenté. Voilà, moi, je travaille essentiellement avec les boîtes. Souvent, les boîtes sont des containers, parce qu'on se retrouve en milieu urbain. Donc voilà. Donc le projet que je me propose de vous présenter aujourd'hui, c'est celui qui a le plus attrait au végétal dans ma panoplie. Et en fait, c'est un projet qui a commencé en 2010, qui continue toujours, donc qui sont des fermes containers. Donc je vous propose de regarder en fait le film qui a été au début à la genèse de ce projet. Je suis revenu à l'ENSI pour un master, donc à temps partiel. J'ai remis une couche de technologie. Mais finalement, vous allez voir, c'est un peu un mélange, mais je suis arrivé quand même au végétal et j'ai surfé sur la vague, on va dire, de l'agriculture urbaine. Donc là, on va décaler encore un petit peu le débat, mais vers l'agriculture urbaine. Je dis ça parce que c'est pas du végétal esthétique, c'est du végétal fonctionnel, comme ce qu'on fait depuis la nuit des temps, mais donc c'est de l'agriculture urbaine, donc c'est une culture vivrière. Donc le film, on va se le regarder ensemble. Donc qui a été en fait le résultat de mon master, et à partir de là, s'est déroulée toute l'histoire.
Alors oui, AB, enfin agriculture biologique, c'est toute proportion gardée, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc voilà, ça me paraissait important quand même de le montrer, même si vous l'avez peut-être déjà vu, mais pour deux choses, même s'il commence à dater un peu. C'était d'une part, je trouve ça intéressant que, on va dire, notre environnement influence notre manière de voir l'esthétique. On est des créateurs de formes, enfin là je m'adresse entre autres aux étudiants. Et donc forcément le milieu, la révolution numérique qu'on vit en ce moment peut nous influencer dans nos manières de concevoir les formes, et forcément c'est aussi des outils de travail, donc les outils influencent les formes produites. Donc là c'était vraiment, voilà, c'est un film qui a été vraiment fait avec les outils de l'époque, c'est-à-dire les outils Google pour ne pas les citer. Donc c'est vraiment une esthétique, là aussi on pourrait rejoindre une esthétique du Cannes, une esthétique vraiment rude. Mais à partir de là, je pense que là c'est des questions auxquelles vous devrez répondre assez vite, c'est de se dire, on a un projet, maintenant il va falloir trouver des solutions pour le monter, et entre autres des solutions financières. Donc là on y vient. Moi a priori, c'est intéressant de lancer des projets, de les faire virtuellement, enfin virtuellement entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même un impact, mais au moins ça permet de tester l'idée et de voir s'il y a du répondant, et d'aller un peu plus loin. Bon, c'est la logique des plans, et voilà. Donc le but du jeu, je le redis, mais c'était vraiment de faire du standard, parce que moi je travaille essentiellement sur le standard. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le cycle de vie des produits, et en particulier le container, c'est quand même 2,3 tonnes d'acier. Donc dès qu'on le transforme, on monopolise 2,3 tonnes d'acier, et donc après la seule solution c'est de le fondre, et en général on ne le fond pas parce que c'est trop cher, donc on le laisse rouiller au fond d'un port. Donc là, le but du jeu, c'est de prendre des containers. À la rigueur, après, on peut le remettre dans le circuit du fret international si on n'en a plus besoin, ou enfin, si la culture n'a pas marché. Donc voilà, donc c'était un espèce de schéma, un kit de construction que j'ai mis sur Internet. Donc il y a un site qui fonctionne encore, enfin un blog. Je l'ai fait voilà, sans moyens. Et puis finalement, donc j'ai balancé le film aussi. J'ai mis... donc là, on avance un peu plus, mais finalement, il y avait aussi une idée derrière de faire ces fermes en réseau, de se dire, c'est de l'open source, c'est-à-dire, à un moment donné, on donne un plan, et suffit qu'on ait un container, une serre, on peut se le faire. Parce que moi, c'était on va dire, ma conclusion en regardant ce qui se passait, on va dire l'activisme écologique qu'il peut y avoir sur la toile et à travers le monde. Ce que je trouve caractéristique de la révolution qu'on est en train de vivre, enfin une révolution écologique, enfin prise de conscience écologique et de la finitude de nos ressources, c'est de se dire qu'à un moment donné, on va pouvoir partager les savoir-faire, et que finalement, des technologies comme l'aquaponie
sont pas sont pas nées d'aujourd'hui, elles sont nées il y a très longtemps, et c'est juste en échangeant les données et surtout les retours d'expérience, parce que le problème, c'est pas un problème, mais c'est le vivant nécessite un temps long et un retour d'expérience. Donc, par exemple, un maraîcher, il faut 5 ans de formation pour faire un bon maraîcher. Donc, forcément, si on peut aller un peu plus vite dans son projet et glaner des informations à droite à gauche, ça aide. Donc, Internet aide. Donc, moi, je crois que, autant utiliser les outils qui sont les nôtres et la révolution numérique et virtuelle qui nous accompagne en même temps que la révolution. Moi, j'espère qu'il y a une révolution écologique, parce qu'on n'a pas trop le choix. Bref, il y a des gens, forcément, qui s'intéressent à produire en ville. Là, vous voyez, en fait, sur le site internet, là, c'est le site aussi des fermes qui, maintenant, sont construites, parce que maintenant, on est en 2012, donc il y en a une à Berlin, une à Zurich et une à Bruxelles qui se sont faites. Il y en a d'autres à l'étude. Donc là, c'était le modèle en 3D qu'on pouvait télécharger sur Internet. Voilà. Et donc les premières personnes qui m'ont contacté, c'était justement des gens, des spécialistes de l'aquaponie. Donc ça me paraissait aussi important de montrer le film, parce que maintenant vous savez ce que c'est-à-dire culture en symbiose, entre guillemets, de poissons et de végétaux. Donc c'était intéressant en milieu urbain d'utiliser des cultures circulaires, ce qu'on appelle les cultures circulaires, pour justement limiter, parce qu'en milieu urbain on a des ressources limitées, on est sous pression. Donc voilà, c'était important d'utiliser ces technologies-là. Et donc ces gens-là m'ont dit, ça tourne pas. Non, ça tourne pas, je vais les passer à la main. C'est les différentes versions. Donc ça a été... donc Urban Farmers, donc c'est une start-up carrément suisse. C'est des gens qui maintenant font, je dis maintenant parce qu'à l'époque c'était encore en route, font de l'aquaponie sur les toits, rooftop, c'est-à-dire en fait ils font de l'immobilier, ils louent des toits et ils cultivent, ils mettent des serres, ils installent des serres et ils font de la production en milieu urbain. Donc l'intérêt là de faire de l'aquaponie, c'est d'une part c'est super léger, donc on peut l'adapter à du bâti existant, parce que sinon la culture en bac en terre c'est plus lourd. Et puis après c'est des gains d'énergie, puisqu'on chauffe l'eau et pas l'air, il n'y a pas d'évaporation et il y a pas l'eau est en circuit fermé, donc il n'y a pas de rejet d'eau usagée. Donc voilà, donc on a fait un prototype avec eux. Ils ont dit non, on veut pas juste le faire en 3. Il faut pas que ça reste juste un modèle en 3D. On va le faire en vrai. On va mettre les moyens. Et bon, c'est là où après, là ça s'est fait en Suisse parce que ils ont une culture, on va dire, d'entrepreneurs et de conquérants. En plus, lui, il revenait des États-Unis. Donc ils l'ont fait. Et donc on a fait un module aquaponique. Donc on a pu tester la production de l'unité, d'un container de 20 pieds. Donc à titre d'information, c'est 200 kg de légumes, 60 kg de poissons. Là, c'était des truites. Et essentiellement, on ne peut pas tout cultiver en aquaponie. Ça va être des espèces des variétés qui en fait résistent peuvent avoir les racines complètement dans l'eau. Donc ça va être tomates, basilic, tout ce qui est aromates, laitue, et j'en oublie. Donc voilà, ça c'est le haut de la serre. Donc voilà, donc c'était parfait, quoi. J'avais un professionnel et mon outil, j'ai pu le mettre à disposition de ces gens-là. Après, donc là, eux, ils s'en servent vraiment comme showroom, puisque eux, ils ont besoin de montrer leur technologie. Voilà, c'est une entreprise marchande. On est quand même dans un monde lié à l'économie. Eux, ils ont décidé de faire de produire des protéines en ville pour limiter les transports, forcément à valeur ajoutée, puisqu'il faut que le business model marche. Donc les poissons, c'est parfait. Et par contre, salade tomate, c'est plus, on va dire, de l'agrément, puisque c'est pas ça qui rapporte beaucoup. Par contre, ça crée une activité et ça crée des produits frais. Pour tout ce qui est aromates, c'est déjà un peu mieux. Donc par exemple, pour les restaurants, ils livrent des restaurants
autour, puisque l'intérêt aussi, le problème de notre organisation, c'est qu'on a supprimé les ceintures vivrières autour des villes, et que maintenant on importe tout, et que tout voyage. Donc on perd aussi en saveur, donc en saveur organoleptique. Alors après, il y aura des gens qui me diront, l'aquaponie, est-ce que le goût de la tomate, il est bien ou pas? Il est pas mal, moi franchement je fais pas la différence, mais oui, on est d'accord, il n'y a pas encore tout. Donc voilà, je reviendrai sur ce point-là, sur l'aquaponie, et en fonction des... Et je me concentre à passer les diapos, puisque ça passe pas tout seul. La deuxième, en fait, elle a été faite à Berlin. Donc là, c'est pareil, c'est sur une zone, voilà, c'est une grande friche. Peut-être que vous connaissez Berlin, mais là, c'est une grande friche. C'est la Malzfabrik à Berlin, c'est une grande friche bétonnée. Donc voilà, donc nos villes sont pas toutes égales. Il y en a qui ont des terrains disponibles, d'autres qui ont des terrains disponibles mais pollués, et le troisième cas, c'est des terrains disponibles mais bétonnés. Donc finalement, moi, je proposais en fait un objet quand même assez critique, qui était de dire les villes actuelles ne donnent pas des conditions, des bonnes conditions pour amener la nature en ville. La seule solution en espace public, c'est-à-dire pour le sécuriser, enfin je ne sais pas si vous faites partie d'un jardin partagé, mais c'est quand même pas évident d'être dans un jardin partagé en ville. On se fait assez... on se fait un peu vandaliser nos cultures. Enfin, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir de la culture vivrière en ville. Donc c'est aussi une question d'éducation, ça prendra du temps, etc. Enfin, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Donc finalement, c'était une solution tout à fait bonne pour eux. Et puis, par exemple, pour la Malfabrik, et puis pour Bruxelles. Donc voilà la Rotsleub. Donc chacune des fermes ont leur petit nom, parce qu'elles sont prises en charge par des structures locales. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Donc à Berlin, c'était un centre d'art. Ils s'en servent comme atelier pour les enfants, des ateliers de jardinage, et puis comme moyen de conservation, entre autres des aromates, pour leur restaurant. Et c'est une cafétéria. Et ils fument aussi le poisson, par exemple à Noël. Bon, il n'y a pas beaucoup de production, 60 kilos, ça fait pas beaucoup. Enfin, sachant qu'en plus, il faut être pro pour faire 60 kilos. Mais ils fument, et voilà, il y a toute une activité autour là. Donc là, c'est dans le cadre d'un centre d'art. Donc voilà. Et à Bruxelles, donc elle s'appelle la UFU, donc Urban Farm Unit, dont vous avez... alors j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas le petit film devant. Ouais, c'est bon. Donc ça, on l'a monté en juin. Donc voilà, en fonction de leurs ressources, eux, ils avaient un container, puisqu'ils n'étaient pas loin de Anvers, la capitale des containers en Europe. Le fabricant de serre était belge, donc ça tombait bien. Donc voilà, donc on a monté la serre, et là, elle est gérée par Éco-Innovation, donc c'est une association qui s'occupe justement de l'agriculture en milieu urbain, enfin à Bruxelles, c'est assez dynamique Bruxelles. Et donc voilà, ça a été repris, ça a été financé par le CAI Theater, donc encore une structure culturelle, mais qui l'a après confié à une association locale. Voilà, donc là c'était aussi un autre aménagement. Moi je m'adapte aussi aux besoins là c'est des clients en fait, mais au-delà du client, c'est aussi des gens qui vont l'utiliser. C'est quand même un investissement, donc je l'aménage différemment avec eux en fonction de leurs besoins. Je vous passe les détails. Voilà, et puis, alors juste pour un petit détail, donc je parlais d'aquaponie, il n'y en a toujours pas en France. Donc la filière n'a pas accroché, en fait, n'existe pas vraiment en France. Et puis je sentais qu'il y avait un peu une réticence vis-à-vis de l'aquaponie. Enfin, les pays du Nord sont un peu plus sensibilisés à ça. Nous, beaucoup moins. On est vachement plus attachés à notre terroir, etc. Alors je parle même pas des Italiens, parce que là, ils veulent que leurs zucchini poussent. Tu as peut-être vu ça, Aiko,
en Italie, mais c'est vrai qu'ils sont très attachés à leur terrain. Donc là, là c'est pareil, j'ai été démarché des gens qui ont une expertise agronomique, parce que moi je suis une bille, donc j'ai besoin de partenaires. Et là, j'ai trouvé, je vois que j'ai oublié son logo, il ne va pas être content. Non, je plaisante. Il s'appelle Courtiret. Il veut qu'on l'appelle un paysan. Donc c'est un paysan de Haute-Savoie qui commercialise des tables de culture. Donc vous avez peut-être vu, c'est ce qu'on voit aussi dans les jardins partagés pour les handicapés. Voilà. Et lui, il s'en sert aussi comme outil de production dans des lieux où ils n'ont pas forcément de terrain pour cultiver, donc il est un peu partout, en Tunisie, en Israël, etc. Parce que malheureusement, le constat, c'est que la plupart des terres agricoles dans le monde sont épuisées, quoi. Enfin, marchent avec des engrais pétrochimiques, donc, sont assistés. Donc finalement, on recrée un substrat. C'est-à-dire un substrat, c'est la couche qui nous permet de cultiver. Lui, il le fait dans un bac de 40 cm. Donc voilà, donc avec lui, maintenant, on commercialise un modèle en terre, pardon. Donc avec 16 bacs de culture, là vous avez 16 bacs de culture, ouais, il y a une flèche, il y a 16 bacs de culture, et voilà. Donc c'est la même architecture. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que le mieux, c'est, je vois que j'ai marqué d'autres trucs, mais je pense que le mieux, c'est aussi de réagir à tes questions, et puis à vos questions si vous en avez. Sinon, je ne m'arrête pas. Merci alors Damien. Effectivement, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle allie à la fois un engagement politique, c'est-à-dire que c'est des structures qui doivent occuper l'espace public. Pour l'instant, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas justement ça n'a pas été vendu par exemple à des privés. Où ça n'a pas rencontré. C'est pas que l'un exclut l'autre, mais en tout cas qu'il y a une dimension politique et éducative, qui va ensemble et qui a l'air de fonctionner. Alors curieusement, il n'y en a pas encore en France, à Paris ou dans d'autres villes. Oui, on va dire le dynamisme fait pas, et on va dire localisé. Ça dépend, on va dire, du milieu qu'il y a autour. Ça dépend des villes, hein, évidemment. Ça dépend de leur histoire. Et puis ça dépend des acteurs qu'il y a à disposition. Et donc à Paris, on n'a pas forcément trouvé. Si j'ai un collègue qui a fait une version champignonnière, c'est-à-dire juste avec un container reefer, et il récupère le marc de café pour faire des champignons en ville. Mais il n'y a pas du tout la partie design, donc il n'arrive pas à communiquer son projet. Bref, c'est compliqué. Donc à Paris, non, ça ne s'est pas forcément fait. Moi, j'ai été aussi en résidence à Lisbonne, puisqu'ils m'ont invité. Ils m'ont dit « Ah ouais, on voudrait voir si ça peut le faire là-bas ». Et en fait, je me suis rendu compte que assez vite, en proche banlieue, tout le monde a un jardin, quoi. Donc c'est même pas la peine de faire ça. Mais c'est vrai que finalement, il y a pas mal de collectivités qui s'y intéressent parce que, alors là, on va partir sur des grands mots, sur la résilience des villes, sur la politique aussi d'autonomie des villes. C'est sûr que, par exemple, on voit Paris, on n'a pas tellement d'autonomie alimentaire. Et c'est vrai que dans des périodes un peu plus critiques, donc là, malheureusement, le Portugal, c'était le cas, les gens reviennent à la terre. Donc c'était on l'a vu dans l'histoire, hein, c'est revenu régulièrement. Le Luxembourg était cultivé en parcelles pendant la guerre. Donc c'est la logique des allotments, c'est-à-dire les jardins ouvriers. Donc potentiellement, ça peut servir dans les jardins ouvriers, au pied d'une barre HLM. On n'a pas forcément obligé de faire des analyses de sol ou de grillager son jardin. On peut l'utiliser comme ça. Et tu me parlais de... Public, privé... Ouais. Oui, voilà. Moi, ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai eu la chance, on va dire, de tester la ferme avec des professionnels, des gens qui voulaient faire du rendement.
Moi, je ne voulais pas forcément faire du rendement, mais c'était intéressant de le tester et forcément de là de dégager un business model. À un moment donné, faut bien vivre de ce qu'on fait. Donc, et forcément, on s'est assez vite rendu compte, mais là, ils le savaient dès le départ, les Suisses, hein, que dans un container, on ne produisait pas assez pour vendre. Par contre, on produit assez pour se nourrir et puis voilà, pour aussi vulgariser, enfin, ramener les citadins à recomprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc auprès des enfants aussi, enfin, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être envisagé dans un aussi presque exclusivement même, parce qu'en termes de rendement à l'échelle de la ville, c'est pas voilà, c'est pas peut-être à ce niveau-là que ça se situe, mais plutôt au niveau de partager ça avec des écoles, des tout petits, parce qu'en plus c'est très ludique avec les poissons, etc. Si le dessin leur sert, tant mieux, hein, qu'ils l'utilisent, c'est sûr. Moi là, je voyais qu'il y avait même des entreprises qui se disaient mais pourquoi on ne ferait pas un jardin pour nos salariés, donc des gros mots comme le team building ou des choses comme ça. Pourquoi pas pourquoi pas, moi je suis là à disposition. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, les gens s'emparent des formes concrètes. C'est aussi un message à ce que je vous dis, c'est faites des choses pour que les gens puissent le faire, quoi. Déjà du matériel, ça coûte cher, donc si en plus il peut être fonctionnel, tant mieux, quoi. Oui, ça renvoie presque à l'économie de la contribution aussi, à l'idée que ça puisse être une initiative qui est partagée, enfin qui est posée là et puis qui est reprise par les autres et qui peut devenir un projet social, en fait. Oui, tout à fait. Okay. Est-ce que vous avez des questions pour Damien avant qu'on fasse une petite table ronde avec nos invités de l'après-midi? On commence à fatiguer tous, je sais. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez pensé à un modèle économique pour le designer lui-même, dans l'open source par exemple. C'est-à-dire vous empruntez les chemins de l'école, de systèmes artistiques, mais est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce que vous vendez, vous, pour gagner votre vie de futur designer, ou je pense aux élèves? Très bonne question. Non, mais vous voyez, je m'en sors. Non, mais voilà, c'est toute une aventure. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. Moi, c'est là aussi où je vous invite aussi à partir à essayer de monter votre projet. Et je vois que vous avez une pépinière à l'ESSAD, utilisez-le pour tester. Entourez-vous d'autres disciplines, hein, genre les commerciaux, ça peut être utile. Même d'autres compétences. Il ne faut pas hésiter à créer des équipes. Je pense que le designer, il est là aussi pour échanger pour créer une dynamique de groupe. Alors, quant à mon métier, en fait, en effet, les structures culturelles sont un peu plus réactives que les industriels, même s'ils s'intéressent, les industriels, mais finalement, moi je vois, sur 3 prototypes, il y en a eu 2 qui ont été faits par des structures culturelles, donc qui prennent peut-être plus de risques à avoir des objets un peu critiques, un peu rentre-dedans, mais en même temps qui ont, la connaissance du terrain et sont en lien avec des associations, voilà, donc qui créent du lien, enfin qui peuvent animer l'objet, parce que le but du jeu, c'est pas juste de se l'acheter, quoi, c'est aussi qu'il marche. Pas que pour faire de l'argent, mais aussi qui marche parce que ça serait dommage que ça marche pas. Donc il faut trouver des gens motivés. Donc en général, les structures culturelles sont bien placées. Par contre, il y a moins d'argent. Donc après, voilà, faut faire des montages. Donc moi, c'est là où moi je revendique vraiment une place entre l'art et l'industrie. Ça c'est un projet sur des containers, mais j'en ai d'autres. Où des fois je travaille avec le Centre francilien d'innovation, des fois directement avec des entreprises, des fois avec d'autres centres culturels. Enfin, on module. Voilà, c'est pas forcément la place la plus simple, mais je pense qu'il faut être un peu, faut revendiquer déjà ce qu'on aime, et ensuite, on va dire avoir une certaine responsabilité individuelle
de son métier, de se dire ce que je fais, ça va peut-être pas me rapporter beaucoup, mais au moins ça pose question aux gens, ça amène du débat, un objet au débat, puisque finalement l'agriculture urbaine, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'expériences. Enfin, il y a des expériences, mais on ne teste pas forcément d'autres formes. Donc là, je pense que là, on peut rebondir sur la thématique d'aujourd'hui, qui est vraiment l'esthétique que prendra le végétal en ville, parce que je pense qu'il y a du boulot pour nous, associé aux agronomes et tout ça, parce que franchement, sinon, ça peut être mal interprété. Mais le végétal est quand même franchement sous pression en ville, donc forcément, à mon avis, il prendra vraiment d'autres formes. C'est un fantasme de vouloir le ramener en ville. Mais ça fait partie de l'histoire, il ne faut pas se le cacher. L'agriculture, on voyait Google au départ, finalement, la Terre, elle est complètement modelée par l'homme. Donc, voilà, après, il faut trouver un modèle de cohabitation. Ok, merci. Alors, on va prendre 10-15 minutes pour faire une dernière table ronde avec Didier, Emeline et Élise et Damien, s'ils veulent bien revenir sur scène. Est-ce que peut-être en guise d'exercice impossible de rassembler toutes ces interventions. Enfin, je trouve que justement ce qui a fait la richesse de la journée, c'est qu'on est parti d'initiatives vraiment extrêmement pragmatiques. Enfin, on va d'expériences extrêmement pragmatiques à des choses qui vont quasiment dans le merveilleux, dans des modes de communication, enfin vraiment de la matière plante, qui était vraiment le projet de départ aussi de ce projet de recherche, c'est-à-dire de s'inspirer du végétal dans ses modes de fonctionnement comme source d'inspiration du designer, voire de l'artiste. Et à travers toutes les interventions, et évidemment en particulier celle de Francis Allais ce matin, qui a donné aussi le ton de la journée, on a un panorama qui est très, très riche à la fois de pistes et puis d'inspiration. Qu'est-ce que ça vous inspire aux uns, aux autres? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez peut-être des remarques les uns aux autres aussi? Oui, il y a une chose qui me frappe dans le dernier exemple qu'on vient de voir, c'est à quel point j'ai l'impression qu'on n'a plus de solutions technologiques et qu'on est obligé de se retourner de nouveau vers la nature pour trouver des solutions, en fait. Et je trouve que l'idée, par exemple, de l'agriculture en ville, ces jardins partagés, tous ces espèces d'interstices qu'on est en train de réinventer au sein des villes, j'ai l'impression qu'ils sont là comme autant de manifestations d'une impuissance technologique à pallier tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer en matière environnementale. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est juste une impression personnelle, si c'est partagé, mais c'est un peu ce que m'évoque en tout cas un certain nombre de présentations qu'on a pu voir aujourd'hui. Vous êtes tous complètement assommés en fin de journée, ou bien est-ce que vous avez quelques réactions, questions? Ou alors tout le monde attend le moment du champagne en tout cas, juste pour répondre à Emeline, moi si je dois dire ma voix, c'est sûr qu'au niveau du vivant, je pense que de toute façon on ne pourra pas jouer à l'apprenti sorcier indéfiniment. Donc moi, les solutions que je vois actuellement, je croise beaucoup d'acteurs dans l'agriculture urbaine. D'ailleurs, c'est sur Paris, mais il y a une antenne qui vient de se créer qui s'appelle le Laboratoire d'urbanisme agricole en France, parce qu'on avait un peu de retard là-dessus. Donc lua-paris.com. Donc c'est LUA, Laboratoire d'urbanisme agricole-paris.com.
qui en fait rassemble, là par contre c'est des professionnels, mais tout le monde est invité, hein, ceux qui sont dynamiques, mais c'est beaucoup bureaux d'études ingénieurs, architectes, puisqu'il y a SOA Architecture, après voilà, donc il y a aussi le vivant et la ville, donc c'est les jardins de Galie. Donc, je crois que ouais, l'agriculture urbaine, ça sera forcément, j'aurais dit organique en anglais, bio en français, au moins responsable parce que parce que toutes les green tech, il en existe énormément, hein. Je pense que là, même si on parle même d'esthétique, hein, pas forcément de culture productive, il y a énormément de choses qui se font, des carousels avec les plantes à l'envers, tout ça. C'est intéressant, hein, mais c'est sûr que ça nous dessine un futur assez dingue. Et c'est forcément des choses un peu bidouillées, avec beaucoup d'intrants. Donc, comme on a bien vu, on n'a pas beaucoup de recul concernant l'impact qu'il y a sur l'homme. Le végétal, lui, survivra. L'homme, je ne sais peut-être pas si on continue dans cette voie-là. Je voudrais simplement ajouter quelque chose, moi, qui m'a traversé à peu près sur chacune des interventions, mais en particulier par rapport à celle de Monsieur et de Francis donc Allais. C'est que et par rapport surtout au titre de ce colloque, autour de la notion de poésie, parce que je pense qu'il y a un réel besoin, et je ne sais pas si c'est partagé avec vous aujourd'hui, mais à chaque fois que dans un discours, la dimension émotionnelle est portée, ressentie, ça fait énormément de bien, tout simplement. Et je pense que de s'interroger sur les questions du végétal et de les regarder vraiment comme des êtres, de vraiment avoir conscience de la notion du vivant dans son environnement, de reconnecter pour ceux qui sont déconnectés ou de se connecter encore un peu plus pour ceux qui le sont déjà. C'est aussi vecteur d'émotion et de simplicité. Et effectivement, ça va peut-être à contre-courant de ce qui est souvent promu, je pense aux mass médias, et que ça va simplement pas forcément résonner très profondément, et qu'en tant qu'être vivant, on est sensible au vivant, et que c'est tout simplement là-dessus qu'il faut se concentrer pour aussi créer et pas chercher l'impact visuel, mais chercher l'émotion. Voilà. Et moi, je sais que il y a certains discours que j'ai entendus qui m'ont touchée, et j'encourage donc l'ensemble des créateurs ici présents à partager et à faire partager des émotions qui sont forcément porteuses de discours sans avoir besoin justement de beaucoup de mots, d'ailleurs, je pense. Et d'ailleurs, avant de passer la parole à Didier, ce qu'il y a de bien avec le terme de poétique, c'est qu'évidemment, ça porte la dimension poétique en termes d'adjectifs, mais aussi l'idée de poiesis, l'idée grecque de faire. Donc c'est un encouragement vraiment à la production, à cette production qui est une production de végétal qui s'invente aussi par nous, par les designers, par les artistes, que vous portez ici, et qui peut aussi évoluer, et qui est pas seulement l'idée de mettre le végétal sous cloche. Voilà. Alors, Didier, pardon. Non, je voulais vous rajouter au concert de louanges sur le colloque, mais c'est vrai que même pour le pessimiste invétéré que je suis, tout ça a été très encourageant. Et si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est-à-dire que cette intervention du végétal dans l'espace urbain était une sorte de manifestation de la mauvaise conscience de la modernité, c'était bien ça que vous entendiez? De la mauvaise conscience, je sais pas, mais peut-être en tout cas de la mauvaise conscience, je sais pas. Je crois que j'irai pas jusque-là. Mais non, mais simplement plus sur un plan plus pragmatique, juste d'une sorte de
comment dire, pas d'une vacuité, mais d'une espèce de finitude, qu'on est arrivé à une fin de la technologie comme pouvant résoudre tous nos problèmes, et finalement de n'avoir plus comme recours que la nature pour parvenir à... Oui, moi je ne sais pas, je voyais dans le dernier exemple, celui que vous avez présenté des serres mobiles, une espèce de revanche de l'histoire, parce que l'architecture moderne est née avec Paxton pour l'exposition de Londres en 1851, si je ne me trompe pas trop. Et Paxton était un fabricant de serres. L'invention de l'architecture modulaire, métallique, de bois, c'est un fabricant de serres. Et aujourd'hui, renvoyé à l'architecture moderne à peu près invivable, les murs de verre, les murs rideaux sont des grandes serres, mais totalement inadaptés à la fonction d'abriter des gens qui travaillent. Donc renvoyer à l'urbanisme tyrannique qui est le nôtre aujourd'hui, une serre comme ça, comme une espèce de remarque marginale et insolente, je trouve ça assez juste aussi symboliquement. Je me doute que ça ne produit pas assez de truites pour nourrir la population, mais symboliquement, ça me paraît assez efficace. Je crois un peu au symbole aussi, comme vous. Il y a une question par là. Oui, donc en fait, moi je voulais aussi revenir sur les fermes containers, qui pour moi constituent vraiment l'occasion aussi de requalifier l'espace public. L'espace public en ville, en fait, notamment par exemple en centre-ville, où on se rend compte que la voiture est omniprésente, et on pourrait insérer des serres à la place de parking, par exemple, pour les habitants. Mais également dans les zones de grands ensembles. Aujourd'hui, par exemple, à Reims, nous avons 4 en rue, en fait, des projets de requalification de tous ces secteurs. Et c'est vrai que le principe des bars et des tours, donc, c'est d'avoir aussi un grand espace libre autour. Et au lieu de l'aménager en parking ou en faisant quelques petits espaces verts résiduels, ça pourrait être aussi l'occasion d'intégrer des serres pour les habitants. Bon, c'est vrai qu'à Reims, on a aussi cette culture de jardins ouvriers et familiaux, car il me semble qu'on a 55 hectares de jardins familiaux en ville, et qui sont aussi également implantés le long de la coulée verte. Et c'est vrai que dans notre ville, ce serait, je pense, vraiment un plus d'avoir ces serres intégrées dans tous les quartiers, qui peuvent être mobiles. On peut les utiliser en fonction de nos besoins, des moyens, des envies de chacun en même temps. Donc c'est vrai que c'est un très beau projet. Alors juste une petite remarque. Merci. Mais par contre, il faut que ça soit un peu accompagné, parce que comme tout équipement, j'imagine que je vous apprends rien. Enfin, si les collectivités le savent bien, il faut que ça soit accompagné, parce que si on donne un jouet à des gens sans leur dire pourquoi et comment ça marche, il faut, voilà, je pense enfin surtout les citadins de souche, si je peux me permettre ce jeu de mots. Voilà, on n'a pas trop l'habitude de faire pousser des tomates, donc on va s'amuser 2 secondes et puis après on va quitter la chose. Donc voilà, il faut juste l'accompagner. Donc c'est là où c'est vrai que les structures culturelles ou associatives, et c'est vrai que ça se structure de plus en plus. Moi, c'est là où je suis optimiste. C'est que les gens de plus en plus s'organisent au niveau local. Et voilà, donc ils peuvent aussi développer ça à partir d'une ferme container ou d'autres choses. Mais ce n'est pas une solution unique. Voilà. Ok, je ne vois pas d'autres mains se lever. Alors je vais juste finir en remerciant en particulier Patrick et Sarah, Patrick Nadeau et Sarah Lubchansky, avec qui on a développé, organisé ce colloque. Remercier la Comédie qui nous a magnifiquement aidé à mettre tout en place. C'est très agréable de faire un colloque dans une salle de théâtre. On a vraiment l'impression de faire un spectacle aussi. Et puis remercier Bastien Méret et la technique. On n'a pas eu un seul couac de présentation PowerPoint, ce qui est quand même exceptionnel dans un colloque. Voilà. Donc merci à tous, et puis je vous donne rendez-vous dehors.